Dans la petite ville d'Oak Haven, dans le Maryland, le froid de la fin octobre parvenait toujours à s'infiltrer à travers les lourdes portes en chêne de l'hôpital St. Jude Memorial. L'horloge sur le mur de la cafétéria du sous-sol cliquetait doucement, indiquant 11h15 du soir. Le large comptoir en acier poli était froid. Il reflétait le faible bourdonnement des néons vacillants au-dessus. La salle à manger était complètement vide. Des chaises en vinyle rouge étaient empilées à l'envers sur les tables en stratifié, comme des créatures endormies. Le silence ici était épais, du genre qui n'existe que lorsque le reste du monde a fermé les yeux. Le Dr. Julia Ramsey a poussé les doubles portes battantes. Sa blouse blanche portait encore de légères taches sombres d'iode le long de la manche droite. Elle n'a pas levé les yeux en se dirigeant vers les distributeurs automatiques, ses doigts fouillant dans la poche de sa blouse pour trouver des pièces. « Vous avez encore manqué le dîner, docteur », lança une voix depuis l'obscurité derrière le comptoir. Elle était basse, posée, et portait une gravité tranquille qui tranchait avec le bourdonnement incessant des lumières. Julia n'a pas arrêté de fouiller sa poche. « Mon service a débordé », répondit-elle, la voix rauque après 12 heures passées à donner des ordres, à rassurer des familles paniquées et à dicter des rapports. « J'ai juste besoin d'une tasse de café pour tenir les 4 prochaines heures. » Le café à 7 heures, c'est du poison, et vous le savez mieux que quiconque dans ce bâtiment, dit l'homme en entrant dans la pénombre. Vous êtes médecin, Dr. Ramsey. Vous devriez traiter votre propre corps avec au moins une fraction du respect que vous montrez à vos patients. Charles Parker est sorti de l'arrière de la cuisine, s'essuyant les mains sur un tablier blanc propre mais délavé. Ses manches étaient retroussées au-dessus des coudes, révélant des avant-bras marqués de légères cicatrices, dues à des années de travail, près de fours chauds et de lourdes marmites en acier. Il avait une 60aine d'années, avec des rides profondes gravées autour de ses yeux gris et un front qui semblait en permanence plissé dans une expression mêlant discipline sévère et douceur inattendue. « Je ne suis pas ici pour m'asseoir, Charles, » dit Julia en brandissant 2 pièces. « J'ai juste besoin du café noir. »« Asseyez-vous 5 minutes, Dr. Ramsey, » dit Charles, posant ses 2 paumes usées à plat sur le comptoir en acier. Il ne s'est pas dirigé vers la machine à café. Il est simplement resté là, inflexible, comme si tout le poids de la nuit reposait sur le fait qu'elle prenne ou non une pause. Julia a finalement levé les yeux pour le regarder. Elle l'avait vu une centaine de fois derrière ce comptoir, servant des louches de soupe aux infirmières et nettoyant des plateaux. Mais elle ne l'avait jamais vu se tenir ainsi. Il possédait une immobilité qui semblait déplacée dans un hôpital où tout le monde courait toujours, saignait toujours, mourait toujours. « J'ai un patient dans la chambre 4 qui nécessite une surveillance continue, » insista-t-elle, son ton se durcissant de son autorité professionnelle. « Vous aviez un patient dans la chambre 4 il y a 3 heures, » la corrigea doucement Charles. « Vous avez vérifié ses constantes il y a 20 minutes, et vous avez remis son dossier à l'infirmière Thomas avant de descendre ses escaliers. J'ai regardé les plannings de l'étage. Docteur, asseyez-vous. » Il a attrapé sous le comptoir une lourde assiette en céramique recouverte d'une autre retournée pour conserver la chaleur. Il l'a fait glisser lentement sur l'acier inoxydable jusqu'à ce qu'elle repose juste en face d'un tabouret pivotant vide. Quand il a soulevé l'assiette du dessus, un nuage de vapeur s'est élevé dans l'air frais, emportant avec lui l'odeur de poulet rôti, de riz assaisonné et de haricots verts tendres. « Ce n'est pas de la grande cuisine, » murmura Charles. « C'est juste ce qui restait de la préparation du déjeuner, gardé au chaud dans le four. Mais c'est de la vraie nourriture, et ça ne sort pas d'une fenêtre en verre après qu'on lui a jeté des pièces de métal. » Julia regarda l'assiette comme si c'était une étrange relique d'un passé lointain. La vapeur lui chatouillait le visage, lui rappelant soudain la cuisine de son enfance. « Comment savez-vous même quand je vais voir mes patients ? Parce que depuis 6 mois, je vous observe franchir ces portes à 11 heures avec une ombre sur le visage, » dit Charles, sa voix baissant d'un octave. « Vous achetez un gobelet de café en carton, vous le laissez refroidir, et vous ne mangez pas une seule bouchée de vraie nourriture avant de rentrer dans une maison vide. Mangez, Dr. Ramsey. Regardez vos mains, elles tremblent. » Julia baissa les yeux sur sa main droite. Les 2 pièces tremblaient contre sa paume. C'était le tremblement subtil et rythmique de l'hypoglycémie, une condition qu'elle diagnostiquait chez les autres 10 fois par jour sans jamais s'arrêter pour la traiter chez elle. Gênée, elle serra les doigts en un poing serré et fourra sa main dans la poche de sa blouse. «
Je n'ai pas faim, mentit-elle, bien que son estomac lui parût comme un vide creux et douloureux. Je ne rentrerai pas chez moi tant que vous n'aurez pas vidé cette assiette, dit Charles en croisant les bras sur sa poitrine. Mon service s'est terminé à 10 heures. Je suis censé être de retour ici à 6 heures demain matin. Alors vous pouvez vous asseoir et passer 5 minutes à manger de la vraie nourriture, ou nous pouvons rester ici dans cette pièce sombre à nous disputer jusqu'au lever du soleil. Vous avez fait de longues études à l'université, docteur. C'est à vous de décider. Le silence qui suivit ne fut rompu que par le cliquetis rythmique de l'horloge murale et le son lointain et étouffé d'une sirène d'ambulance arrivant à l'entrée des urgences, 3 étages plus haut. Julia regarda l'assiette, puis leva les yeux vers l'homme têtu, qui se tenait derrière le comptoir. Quelque chose au plus profond d'elle, un ressort qui avait été tendu à l'extrême depuis 5 ans, céda d'une fraction de millimètre. Elle recula le tabouret en métal et s'assit. 5 minutes, prévint-elle, en ramassant la lourde fourchette en métal posée à côté de l'assiette. Prenez tout le temps dont vous avez besoin, répondit Charles, appuyant son épaule contre le mur carrelé derrière lui. Une expression calme et satisfaite s'installa sur son visage, comme celle d'un homme qui venait de gagner une longue et épuisante partie d'échecs. Mais ne laissez pas un seul grain de riz derrière vous. La première bouchée a complètement pris Julia au dépourvu. Le poulet était tendre, parfaitement salé, et portait la chaleur incomparable de quelque chose préparé par un être humain qui se souciait de qui allait le consommer. Pendant des années, Julia avait avalé des sandwichs froids, debout dans des ascenseurs, ou mâché des barres énergétiques, rassis entre 2 réanimations d'urgence. Elle avait oublié que la nourriture pouvait être plus que du simple carburant. Elle avait oublié qu'elle pouvait être une pause. Elle marcha lentement, sentant ses épaules s'abaisser d'1 centimètre loin de ses oreilles. « Vous voyez » dit Charles doucement, un petit sourire en coin se dessinant sur ses lèvres. « Ne dites rien. Je n'ai pas dit un mot, » dit Julia, la bouche pleine. « Vous le pensiez très fort, » gloussa-t-il doucement. « Est-ce que c'est acceptable ?»« C'est acceptable, » grommela-t-elle en prenant une autre bouchée. « Rien de plus. Je ne vais pas vous donner une médaille pour ça, sinon vous allez prendre la grosse tête. Si un chef de service qui s'affame habituellement me dit que mon poulet est acceptable, je considère cela comme le plus grand honneur de l'État du Maryland, » dit Charles. Julia déglutit et lui lança un regard mi-agacé, mi-amusé. « Vous parlez autant aux infirmières du matin. »« Non, » admit Charles, posant ses coudes sur le comptoir arrière. « Les infirmières du matin sont faciles. Elles vous cassent les oreilles avant même que vous ne leur ayez servi leur petit déjeuner. Vous êtes beaucoup plus difficile à cerner. Vous entrez ici. Vous ne dites jamais bonjour. Vous commandez un café que vous ne buvez pas. Et vous partez. J'attends depuis 6 mois juste pour entendre le son de votre voix quand vous ne criez pas des ordres au-dessus d'un brancard. Et comment est-il, ce son ? Demanda-t-elle doucement, en baissant les yeux sur son assiette. Fatigué, répondit Charles sans la moindre cruauté. Il sonne très fatigué, Julia. L'utilisation de son prénom, combinée à la précision absolue de son observation, la frappa plus fort qu'elle ne s'y attendait. C'était comme une légère tape sur une vieille blessure non cicatrisée. Personne ne l'avait appelée par son prénom dans ce bâtiment depuis des années. Pour tous les autres, elle était simplement Ramsay, la machine inarrêtable du service des urgences. « Mangez », dit Charles gentiment, remarquant la soudaine immobilité de sa posture. « Je n'ai pas dit ça pour vous couper l'appétit. Je l'ai dit pour que vous finissiez la nourriture. » « Vous parlez à tous vos clients comme ça ?» demanda-t-elle, essayant de retrouver sa posture défensive. « Vous n'êtes pas une cliente, » répondit Charles, prenant un chiffon humide pour essuyer l'évier déjà impeccable. « Vous ne m'avez pas payé. »« Je peux vous payer tout de suite, » dit-elle, en cherchant à nouveau dans sa poche. « Je ne vous ai pas donné de ticket, et je n'ai pas utilisé la caisse, » dit Charles calmement. « La nourriture que l'on paye remplit l'estomac. La nourriture que l'on offre en cadeau fait tout autre chose. Vous, docteur, vous n'avez pas eu ce genre de nourriture depuis très longtemps. Ça se voit. » Il lui tourna le dos pour rincer le chiffon sous le robinet. « Ça se voit que personne n'a veillé sur vous. » Julia posa sa fourchette avec un léger cliquetis. La phrase resta en suspens dans l'air, lourde et indéniable. « C'est une chose très audacieuse à dire à quelqu'un que vous connaissez à peine. Alors c'est une bonne chose que vous soyez descendu pour le café que vous ne vouliez pas, » dit-il simplement. Julia a fini le reste du repas en silence pendant 5 bonnes minutes. Personne n'a appelé son nom à l'interphone.
Aucun interne ne lui a demandé une ordonnance, et aucun beeper n'a vibré à sa hanche. Il n'y avait que l'assiette chaude, la fourchette lourde, et l'homme silencieux qui la regardait finir, comme si son dîner était l'événement le plus important de tout l'hôpital cette nuit-là. Quand l'assiette fut entièrement propre, elle la poussa doucement sur le comptoir en acier. « Merci, Charles, dit-elle. » Sa voix sortit légèrement éraillée, peu habituée à prononcer un mot aussi simple, avec une réelle signification. « Demain à 11 heures, dit Charles, en prenant l'assiette vide et en la plaçant dans l'évier. « Et ne me faites pas attendre. Vous savez que je suis assez têtu pour rester assis ici jusqu'à l'aube. » Julia se leva, ajusta le col de sa blouse blanche et se dirigea vers les doubles portes. Sur le seuil, elle s'arrêta, la main posée sur la barre métallique. Elle ne se retourna pas. « Pourquoi » demanda-t-elle doucement. « Pourquoi vous souciez-vous que je dîne ou non ?» L'eau a coulé dans l'évier en acier inoxydable pendant plusieurs secondes avant que Charles ne réponde. Quand il a parlé, le ton léger et taquin de sa voix avait complètement disparu, remplacé par une vieille et lourde tristesse. « Parce qu'une fois dans ma vie, j'ai manqué d'insister, » dit-il doucement. « Et j'ai dû vivre avec le regret de ce silence chaque jour depuis. » Julia est sortie dans le couloir froid et lumineux. Elle ne comprenait pas entièrement ce qu'il voulait dire. Mais cette nuit-là, quand elle a finalement posé sa tête dans la salle de garde, elle s'est endormie sans la douleur creuse et lancinante dans sa poitrine qu'elle avait depuis longtemps acceptée comme une partie permanente de sa vie. L'hôpital St. Jude Memorial était une institution qui ne dormait jamais vraiment, et le docteur Julia Ramsay fonctionnait exactement sur le même principe. À 33 ans, elle avait obtenu le poste de médecin-chef de l'équipe de nuit au service des urgences. Elle détenait le temps de réponse le plus rapide de l'étage, le taux de survie le plus élevé pour les admissions en traumatologie et les pires habitudes personnelles de tout l'établissement. Elle refusait tout simplement de prendre soin d'elle-même. Elle avait grandi dans une petite ville pauvre de l'ouest du Maryland, élevée par une mère célibataire qui faisait des doubles journées dans une usine textile locale. Quand Julia avait 20 ans, sa mère s'est effondrée à la maison et a été transportée d'urgence dans une clinique régionale où elle a passé 4 heures sur un brancard froid en vinyle dans un couloir bondé, attendant un médecin trop débordé pour la voir à temps. Au moment où un docteur est arrivé, la rupture de son anévrisme de l'aorte lui avait déjà coûté la vie. Cette perte avait transformé Julia. Elle avait forgé en elle une fureur profonde et ardente, une volonté de devenir le médecin qui arrivait toujours à temps. Celui qui ne laissait jamais un être humain attendre dans un couloir sombre. La tragédie de son succès, cependant, était que dans sa quête pour sauver tout le monde, elle consumait lentement sa propre vie. « Dr. Ramsay, le lit 6 est en train de lâcher », a crié une infirmière à travers le bruit chaotique des urgences. À 2 heures du matin le lendemain, Julia était déjà en mouvement, avant même que la phrase ne soit terminée. Son esprit est passé à un état d'efficacité froide et tranchante. Pendant les 16 heures suivantes, elle est passée d'une crise à l'autre. 2 arrêts cardiaques, une fracture ouverte du fémur suite à une collision sur l'autoroute, et un enfant de 5 ans souffrant d'une grave crise d'asthme. Elle a consommé la moitié d'un bagel sec à 3 heures de l'après-midi, debout au-dessus d'un évier au poste des infirmières, écrivant des ordonnances de sa main libre. À 9 heures du soir, alors que son service était officiellement censé se terminer, le docteur Anthony Allaran l'a intercepté près du bureau central. Anthony était le directeur associé des services d'urgence, un homme à la fin de la quarantaine dont la blouse blanche restait immaculée, peu importe la quantité de sang versé sur le sol autour de lui. Il possédait un sourire vif et poli qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux froids et calculateurs. « Julia, timing parfait », dit Anthony, lui barrant le chemin d'un geste souple de la main. « J'ai besoin que vous couvriez le service du Dr. Harrison jeudi soir. » Julia s'arrêta, se frottant l'arête du nez où ses lunettes de sécurité avaient laissé une profonde marque rouge. « Jeudi, Anthony, je termine une garde de 24 heures jeudi matin. Si je travaille jeudi soir, je travaillerai 48 heures avec à peine une sieste de 3 heures. Et ensuite, vous avez votre vendredi de congé, » dit Anthony avec aisance, haussant les épaules tout en enfonçant ses mains dans les poches de sa blouse. « Écoutez, Julia, le gamin de Harrison a de la fièvre, et le planning est complètement vide. Vous êtes le meilleur médecin que j'ai à cet étage. Si vous n'intervenez pas, le service s'effondre. Voulez-vous que le service de nuit fonctionne sans une couverture adéquate ?» Il laissa la question en suspens entre eux. Un piège soigneusement construit.
Il utilisait ce même levier émotionnel sur elle depuis 2 ans. Il connaissait son histoire. Il savait que l'idée de patient attendant sans surveillance dans le couloir était le seul déclencheur qui la forcerait à sacrifier son propre bien-être à chaque fois. « Ce n'est pas prudent, Anthony, » dit Julia doucement, sa voix plate. « Je suis épuisé. Les médecins fatigués font des erreurs. »« N'importe quoi, » rit Anthony, lui tapotant l'épaule d'une main lourde et condescendante. « Quand j'étais interne à Johns Hopkins, nous travaillions régulièrement 36 heures d'affilée sans nous plaindre. Vous êtes plus solide que ça, Ramsay. Pensez aux patients. Ils ont besoin de quelqu'un avec votre niveau de compétence ici. » Julia regarda sa blouse immaculée, puis ses propres chaussures, tachées de sérum physiologique séché et de sang. « D'accord, » murmura-t-elle. « Je prendrai le service. Je savais que je pouvais compter sur vous, » dit Anthony, lui donnant une dernière tape ferme sur l'épaule avant de tourner les talons. « Vous êtes la colonne vertébrale de cet étage, Julia. Vraiment. » Il s'éloigna en sifflotant un air joyeux et discret. Julia resta immobile dans le couloir. Son dos lui faisait mal, ses genoux étaient raides, et une douleur profonde et lancinante se développait derrière son œil gauche. À 11h15, ses pieds se sont dirigés vers les escaliers du sous-sol, presque automatiquement. Quand elle a poussé les portes de la cafétéria, Charles se tenait derrière le comptoir, comme s'il n'était jamais parti. Une assiette chaude et couverte attendait déjà sur la surface, en acier inoxydable. « Vous êtes en retard, » dit-il, sans lever les yeux de la grande marmite en laiton qu'il récurait. « La journée a été épuisante, » répondit-elle, se laissant tomber sur le tabouret sans discuter. « Toutes vos journées sont épuisantes, » observa Charles tranquillement. Il fit glisser l'assiette plus près d'elle, avec 2 biscuits chauds, enveloppés dans une serviette en lin, pour les garder moelleux. « Mangez ?» Julia souleva le couvercle. Un ragoût riche et parfumé, fait de bœuf tendre, de carottes et de pommes de terre, fumait devant elle. Elle prit la cuillère et mangea 3 bouchées avant de parler. « Vous connaissez le docteur Allaran ?» Charles arrêta de frotter, ses mains restant immergées dans l'eau savonneuse. « Je nourris tout l'hôpital, Dr. Ramsay. Je connais tout le monde. Le docteur Allaran descend ici 1 fois par semaine, commande un expresso et se plaint si la mousse n'est pas assez épaisse. Le mois dernier, il est parti sans payer sa note de 4 $ parce qu'il était au téléphone. Un homme qui oublie de payer 4 $ à un employé de cafétéria est un homme qui croit que le monde lui doit tout ce qu'il prend. » Il sortit ses mains de l'eau et les sécha sur une serviette suspendue à sa taille. Il utilise le dévouement des gens comme carburant pour sa propre carrière. J'ai vu son genre dans chaque cuisine et chaque entreprise où j'ai travaillé. Ils ne font jamais la vaisselle eux-mêmes, mais ils sont toujours les premiers à s'attribuer le mérite du banquet. Julia laissa échapper un rire sec et sans humour. « C'est mon superviseur. »« C'est un tyran avec un diplôme de médecine, » dit Charles sans détour, se penchant sur le comptoir. « Depuis combien d'heures êtes-vous réveillé? »« Je ne compte pas. Comptez-les maintenant. » Julia fit le calcul dans sa tête, et le chiffre qui en résulta lui donna un léger vertige. Elle enfourna rapidement une autre cuillerée de ragoût dans sa bouche pour éviter de répondre. « Ça ne vous regarde pas combien je dors, Charles. »« Vous avez raison, » acquiesça calmement Charles, hochant la tête une fois. « Ce ne sont pas mes affaires. Je suis juste l'homme qui vous garde une assiette de nourriture. Mais je vais vous dire une chose, docteur, et ensuite je me tairai. Un être humain ne se brise pas d'un coup, comme un verre qu'on laisse tomber sur un sol carrelé. Un être humain ne se brise lentement. Un service supplémentaire à la fois, un repas manqué à la fois. Et au moment où vous remarquez enfin les fissures, il n'y a plus personne qui sache comment recoller les morceaux. » Il baissa les yeux sur ses mains rudes et usées. « J'ai vu ça arriver. Je l'ai vu arriver de très près. C'est pour ça que je me tiens ici chaque nuit à 11h. » Julia arrêta de mâcher. « Vu qui ?» Le visage de Charles se durcit légèrement, sa mâchoire se crispant alors qu'il détournait le regard vers l'équipement de cuisine sombre. « Quelqu'un que j'aimais. Je vous en parlerai un autre jour. Mangez votre ragoût. Vous vous attendez à ce que je réponde à toutes vos questions sur Allaran, mais vous ne me dites rien sur vous, » nota doucement Julia. « Ça ne me semble pas très juste. Je vous fournis le dîner, Dr. Ramsay. Je n'ai pas signé de contrat pour vous offrir l'histoire de ma vie, » dit Charles, bien qu'une petite étincelle douce vacilla dans ses yeux. « D'ailleurs, vous ne m'avez pas dit grand-chose non plus. Je sais que vous avez grandi quelque part dans les montagnes. Je ne sais pas pourquoi vous avez choisi de devenir médecin, ni pourquoi vous vous punissez comme ça tous les jours. Je viens d'une petite ville près de Cumberland, offrit Julia tranquillement,
posant son menton sur sa main. Ma mère est morte dans la salle d'attente des urgences parce que l'équipe était en sous-effectif et que les médecins étaient trop occupés pour la voir avant que son cœur ne lâche. Je voulais être le médecin qui arrivait vraiment à l'heure. Charles resta complètement immobile pendant plusieurs secondes, les yeux fixés sur son visage. La rudesse de son comportement s'estompa, révélant une empathie profonde et silencieuse. « C'est donc pour ça que vous vous épuisez », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. « Vous essayez de la sauver chaque nuit. C'est pour ça que je cours, » reconnut Julia, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Eh bien, » dit Charles doucement, reprenant son torchon. « Vous êtes très têtu pour un médecin, et vous êtes très autoritaire pour un cuisinier, » rétorqua-t-elle, tentant d'alléger le poids soudain dans la pièce. « Je ne suis pas juste un cuisinier, » sourit doucement Charles. « Je suis la seule personne dans ce bâtiment de 4 étages qui peut vous faire rester assise pendant 10 minutes. » Alors que l'automne devenait plus froid et que les premières légères couches de givre apparaissaient sur les fenêtres de St. Jude Memorial, le rendez-vous de 11 heures dans la cafétéria du sous-sol s'est transformé d'un événement inhabituel en un rituel incontesté. C'est devenu le fondement silencieux de la vie chaotique de Julia. Chaque soir à 11h15, elle poussait les lourdes portes doubles, et chaque soir, Charles attendait. Les nuits où un carambolage massif sur l'autoroute la retenait aux urgences jusqu'à 1h du matin, elle trouvait toujours l'assiette posée sous une serviette en lin propre sur le comptoir en acier, encore chaude du four à basse température. Charles était assis dans un coin, lisant tranquillement un livre de poche ou vérifiant l'inventaire de la cuisine, refusant de partir avant d'entendre le cliquetis de sa fourchette. « Vous devriez vraiment rentrer chez vous à l'heure, » lui dit Julia, tard un mardi soir, alors qu'elle mangeait un bol de soupe de nouilles au bœuf chaude. « Vous êtes ici depuis 6 heures ce matin. Ma maison est calme et froide, » répondit simplement Charles, haussant les épaules en essuyant les percolateurs. « Ici, j'ai des choses à faire. L'inventaire ne s'écrit pas tout seul, et les sacs de farine doivent être comptés. Personne ne compte les sacs de farine à 1h du matin, Charles. »« Qu'est-ce que vous connaissez à la farine ?» la taquina-t-il en la regardant. « Savez-vous cuisiner, Dr. Ramsay ?»« Je sais faire bouillir de l'eau, » admit Julia avec un visage impassible, généralement sans brûler la casserole. Charles ferma les yeux et porta une main à son front dans un désespoir théâtral. « Mon Dieu, comment avez-vous survécu jusqu'à l'âge de 33 ans? Je ne cuisine pas à la maison, » dit-elle en s'appuyant contre le comptoir. « Ma cuisine sert actuellement d'espace de rangement supplémentaire pour mes revues médicales et mes vieux manuels. C'est une tragédie, » déclara Charles en secouant la tête. Utiliser une cuisine pour stocker du papier, c'est comme utiliser une salle d'opération comme placard pour du vieux linge. C'est une offense à la nature. Un de ces jours, je vais vous apprendre à brouiller un œuf correctement, ne serait-ce que pour que vous ne mouriez pas de faim si jamais j'attrape la grippe. Julia leva les yeux vers lui, son cœur battant soudainement et de manière inattendue. « Et si je ne veux pas arrêter de compter sur vous ?» Les mots lui ont échappé avant qu'elle ne puisse les censurer. La cuisine est tombée dans un silence instantané. Le bruit de l'eau goûtant dans l'évier semblait s'amplifier dans l'espace silencieux entre eux. Julia sentit une soudaine bouffée de chaleur lui monter au cou, ses joues rougissant vivement sous les dures lumières fluorescentes. Charles se figea, le torchon à la main. Il ne leva pas les yeux immédiatement, mais quand il tourna enfin la tête vers elle, ses yeux gris étaient remarquablement profonds et totalement dépourvus de son badinage habituel. « Alors je suppose, » dit-il doucement, sa voix tombant à un ton bas et régulier, « que je devrais juste continuer à vous garder votre assiette. » Il se retourna vers l'évier avant qu'elle ne puisse voir l'expression sur son visage. Mais Julia remarqua que ses mains ne bougeaient plus sur la surface en acier. Elle baissa les yeux sur son bol de soupe, son cœur battant contre ses côtes avec une intensité qui n'avait rien à voir avec la médecine d'urgence. Quelques nuits plus tard, Julia a contourné le comptoir en acier et est entrée directement dans la cuisine professionnelle. « Apprenez-moi, » annonça-t-elle, les mains en l'air. « Montrez-moi comment faire les œufs. Je veux prouver que je suis capable d'apprendre une compétence qui n'implique pas un scalpel. » Charles la regarda, un large et sincère sourire se répandant sur son visage, le premier vrai sourire qu'elle voyait de lui. « Règle numéro 1, docteur. La poêle doit être chaude avant que le beurre ne touche la surface. Tout comme vous le faites avec vos patients, vous ne les approchez jamais à froid. Règle numéro 2, arrêtez de trop bouger la spatule. Les gens gâchent de la nourriture parfaitement bonne parce qu'ils ne peuvent pas rester tranquilles et laisser les choses prendre forme d'elles-mêmes.
Ça ressemble étrangement à une leçon de vie philosophique, observa Julia, tenant le manche en bois de la petite poêle. Tout dans une cuisine est une leçon de vie, répondit doucement Charles. Il s'est approché derrière elle, plaçant sa main large et chaude sur la sienne pour guider lentement la cuillère en bois dans la poêle. Il n'y a pas d'urgence ici, Julia. Vous n'avez pas à sauver cet œuf. Vous devez juste le laisser cuire. La proximité de son corps, la chaleur constante de sa main et le son de son prénom prononcé de sa voix calme lui coupèrent le souffle. Les œufs ont fini légèrement roussis sur les bords, mais Charles a insisté pour les mettre dans une assiette et en prendre une bouchée lui-même, déclarant qu'ils étaient les meilleurs œufs roussis de tout le comté. Julia a ri si fort que des larmes lui sont montées aux yeux, un rire profond et purificateur qu'elle n'avait pas connu depuis plus d'une décennie. L'intimité tranquille de leur sanctuaire nocturne a volé en éclats 3 semaines plus tard, par une nuit glaciale de jeudi à la mi-novembre. Julia avait perdu un patient cet après-midi-là, un instituteur à la retraite de 62 ans nommé Arthur Pendleton. Il était arrivé aux urgences suite à un accident cardiaque soudain. Elle avait passé 2 heures à s'occuper de lui, utilisant chaque protocole, chaque médicament et chaque once de sa formation. Mais son cœur refusait tout simplement de redémarrer. C'était une issue à laquelle chaque médecin est confronté. Mais pour Julia, c'était un échec personnel, un sombre rappel du jour où sa mère était morte sur un brancard similaire. Quand elle est descendue à la cafétéria à minuit, elle ne s'est pas assise sur le tabouret. Elle s'est assise sur la marche en béton froid, près de la sortie de secours, les genoux ramenés contre sa poitrine, le visage enfoui dans ses bras croisés. Charles ne lui a pas dit de s'asseoir au comptoir. Il n'a pas sorti l'assiette immédiatement. Il est simplement sorti de derrière le comptoir, a attrapé une chaise pliante dans le coin et l'a posée à côté d'elle sur le sol froid. « Comment s'appelait-il » demanda Charles doucement, sa voix perçant à travers sa respiration étouffée. Julia leva la tête, les yeux rouges et gonflés. « Quoi ? La personne que vous avez perdue aujourd'hui, » dit Charles doucement. « Comment s'appelait-il » Julia cligna des yeux, essuyant une larme de sa joue avec le dos de sa manche. Durant toutes ces années à St. Jude, aucun administrateur, aucun collègue et aucun chef de service ne lui avait jamais demandé le nom d'un patient décédé. Il demandait l'heure du décès, la pathologie sous-jacente, la documentation de gestion des risques et le taux de rotation des lits. « Arthur » murmura-t-elle, sa voix se brisant. Il s'appelait Arthur Pendleton. Il avait 3 petits-enfants et il portait une petite sculpture en bois d'un hibou dans sa poche. Charles hocha lentement la tête, regardant la cafétéria vide, comme s'il inscrivait ce nom dans un registre permanent dans son esprit. « Arthur Pendleton » répéta-t-il doucement. « Vous avez fait tout ce que des mains humaines pouvaient faire pour M. Pendleton aujourd'hui, Julia. Je le sais parce que vous ne savez pas donner moins que tout. Mais parfois, un corps est simplement prêt à se reposer, et ce n'est pas votre faute. C'est juste la façon dont le monde est fait. » Julia appuya sa tête contre le mur de briques froides et pleura. Elle pleura fort et profondément, laissant le chagrin qu'elle avait réprimé pendant des années se déverser en longs sanglots rauques. Charles n'a pas essayé de la faire taire, ni ne lui a offert de platitudes vides. Il a simplement tendu la main et a placé une grande main chaude entre ses omoplates, se tenant comme un bouclier ferme et inébranlable entre elle et la pièce froide, jusqu'à ce que ses pleurs se calment enfin. Quand elle s'est essuyé le visage et a levé les yeux, Charles lui a tendu une serviette en lin propre. « Maintenant, dit-il doucement, venez vous asseoir au comptoir. La soupe refroidit et M. Pendleton ne voudrait certainement pas que le médecin qui s'est tant battu pour lui aille dormir le ventre vide. » Cette nuit-là, pendant qu'elle dînait, Charles lui a raconté l'histoire qu'il avait gardée secrète pendant 6 mois. « Ma sœur cadette, Margaret, avait 4 ans de moins que moi, dit-il, fixant sa tasse de café. Je l'ai élevée après le décès de nos parents. Elle était infirmière en soins intensifs à Baltimore, le genre de personne qui portait le monde entier sur ses épaules. Elle travaillait 60 heures par semaine, couvrait tous les services qu'on la suppliait de prendre, et ne prenait jamais un seul jour pour elle. Il prit une lente inspiration, ses doigts se resserrant autour de la lourde tasse en céramique. Je lui disais toujours, « Margaret, mange quelque chose. » Margaret, prends un jour de congé. Et elle se contentait de rire et de dire, « Charles, arrête de t'inquiéter. Je vais bien. » Je la croyais, parce que c'était plus facile que de me disputer avec elle. Puis un matin,
En rentrant d'une garde de 36 heures, elle s'est endormie au volant sur l'Interstate 95. Elle avait 32 ans. Le silence dans la cuisine était total. « Quand je vous ai vu franchir ces portes il y a 6 mois, » dit Charles, sa voix tremblant légèrement, « avec ce même visage pâle et ce même refus obstiné de vous reposer, j'ai eu l'impression que Dieu Tout-Puissant m'avait donné une seconde chance. Je me suis dit, pas cette fois, je vais m'assurer que celle-ci mange. » Il regarda Julia par-dessus le comptoir. « Ça a commencé à cause de Margaret. Mais ce n'est plus à propos de Margaret, Julia. C'est à propos de vous depuis très longtemps. » Le changement dans leur relation n'est pas passé inaperçu aux yeux du Dr. Anthony Halloran. Les hommes comme Anthony possèdent un instinct pour détecter les changements subtils dans les dynamiques de pouvoir sur leur territoire, et ils méprisaient tout ce qu'ils ne pouvaient pas contrôler activement. À la fin de la réunion administrative mensuelle début décembre, Anthony se tenait à l'avant de la salle de conférence, passant en revue les indicateurs de performance du service. Julia était assise près du fond, visiblement en meilleure santé qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Sa peau avait retrouvé sa couleur, et les cernes sous ses yeux s'étaient considérablement estompées. « Je vois que nos temps de réponse de l'équipe de nuit restent excellents, » dit Anthony en feuilletant ses rapports imprimés. Puis il fit une pause, tournant son sourire froid directement vers Julia. « Bien que je doive dire, Dr. Ramsay, qu'il y a des rumeurs plutôt inhabituelles qui circulent parmi le personnel infirmier. » Julia soutint son regard calmement. « Quelle rumeur, Anthony? » « Que notre médecin-chef de nuit passe un temps extraordinaire dans la cafétéria du sous-sol pendant ses services, » dit Anthony, son ton dégoulinant d'une fausse jovialité. « Délaissant ses responsabilités professionnelles pour avoir des dîners tardifs avec le personnel de cuisine. Maintenant, Julia, nous apprécions tous l'engagement communautaire, mais un médecin de votre stature doit maintenir des limites professionnelles appropriées. L'hôpital a des yeux, et ça donne une très mauvaise image si les gens pensent que vous utilisez l'établissement comme votre salle à manger personnelle. » Plusieurs jeunes internes se sont agités mal à l'aise sur leur siège. Julia sentit une pointe de colère monter, mais elle se souvint de la digne quiétude de Charles et garda sa voix parfaitement stable. « Mon temps de pause m'appartient, Dr. Halloran, » dit-elle clairement, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse. « Je n'ai jamais manqué un appel. Je n'ai jamais manqué de répondre à un traumatisme, et mes résultats cliniques sont les plus élevés de ce service. Ce que je fais pendant ma pause repas de 15 minutes est entièrement mon affaire. » Le sourire d'Anthony disparut, remplacé par un rictus froid et acéré. « Vous feriez bien de vous souvenir de qui signe votre évaluation de performance annuelle, Dr. Ramsay. Le poste de chef de service exige un dévouement absolu. Si votre attention est partagée entre vos devoirs et le personnel de cuisine, je pourrais devoir réévaluer votre emploi du temps, en commençant par ajouter 4 gardes de nuit de week-end obligatoires à votre charge actuelle. » Il utilisait à nouveau son levier, essayant de la forcer à retourner dans un coin d'épuisement où elle serait plus facile à manipuler. Mais pour la première fois en 2 ans, Julia ne recula pas. « Assignez les services que vous jugez nécessaires, Anthony, » dit-elle doucement, en se levant et en rassemblant ses papiers. « Mais ne remettez plus jamais en question mon engagement envers mes patients. » Elle sortit de la salle de conférence, son cœur martelant contre ses côtes. La tension a atteint son point de rupture 2 semaines plus tard, lors d'une nuit dont on se souviendrait à St. Jude pendant des années. Une tempête de verglas soudaine et catastrophique a balayé l'ouest du Maryland, provoquant un carambolage massif impliquant un bus touristique et plusieurs semi-remorques sur la route 40. En 20 minutes, le service des urgences a été submergé par 28 blessés graves, arrivant en succession rapide. Le couloir était une scène de chaos contrôlé. Des ambulanciers qui criaient, des enfants qui pleuraient, des gyrophares rouges clignotants, et l'odeur métallique du sang remplissant l'air. Julia a pris le commandement de l'étage avec une précision incroyable. Elle a établi le triage aux portes d'entrée, dirigé les équipes de traumatologie et effectué des insertions de drains thoraciques d'urgence directement sur les brancards. « Docteur Ramsay, nous n'avons plus de produits sanguins dans le frigo local », a crié un interne paniqué. « Appelez le laboratoire central et dites-leur que j'autorise la libération immédiate de 10 poches de sang O négatif, » ordonna Julia sans lever les yeux de son patient. « Bougez, ne restez pas là à poser des questions. » Elle a travaillé sans interruption pendant 8 heures, sans une seule seconde de pause. Anthony Halloran se tenait près du bureau central,
criant des ordres contradictoires qui semaient la confusion parmi le personnel infirmier, jusqu'à ce que la plupart de l'équipe l'ignore simplement et se tourne vers Julia pour obtenir des directives. Vers 4 heures du matin, les patients critiques avaient tous été stabilisés ou transférés au bloc opératoire. Julia se tenait près du bureau central, s'appuyant lourdement contre le mur. Ses mains tremblaient violemment, non pas à cause de l'hypoglycémie cette fois, mais d'un épuisement physique et émotionnel absolu. Elle n'avait pas bu une goutte d'eau ni mangé une bouchée de nourriture depuis plus de 14 heures. Anthony s'est approché d'elle, son presse-papier à la main. « Ramsey, la documentation de transfert pour les admissions chirurgicales doit être complétée immédiatement. De plus, le Dr Miller s'est porté malade pour le service du matin. J'ai besoin que vous restiez jusqu'à midi. » Julia le regarda, sa vision commençant à se brouiller sur les bords. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais avant qu'elle ne puisse prononcer un mot, une voix forte et claire a retenti dans le couloir animé. « Elle ne restera pas jusqu'au matin, et elle n'écrira pas un mot de plus avant d'avoir mangé. » Tout le monde dans le couloir s'est retourné. Marchant dans le couloir principal du service des urgences, un endroit où il n'avait jamais mis les pieds en 6 ans à l'hôpital, se trouvait Charles Parker. Il portait son tablier de cuisine blanc, tenant un plateau en métal couvert dans ses mains. Le visage d'Anthony est devenu rouge vif de rage. « Qu'est-ce que vous faites ici? C'est une zone médicale réglementée. Retournez à la cuisine avant que je ne fasse escorter par la sécurité hors du bâtiment. » Charles a complètement ignoré Anthony. Il est passé juste devant le directeur associé, s'arrêtant directement en face de Julia. Il a posé le plateau sur le bureau central, a découvert un bol de bouillon fumant et une assiette de pain chaud, et a placé une cuillère directement dans sa main tremblante. « Mangez !» dit Charles doucement, ses yeux gris fixés sur son visage pâle. « Vous avez porté tout cet étage sur votre dos ce soir. Vous avez sauvé des dizaines de vies. Maintenant, vous vous asseyez et vous prenez soin de vous. »« Êtes-vous fou ?» a hurlé Anthony, s'interposant entre eux. « Je suis le directeur associé des services d'urgence. Vous êtes un employé de cafétéria. Un mot de ma part et vous serez renvoyé avant le lever du soleil. » Charles se tourna pour faire face à Anthony. Il n'a pas élevé la voix, mais son ton possédait une force brute et redoutable qui a réduit au silence tout le couloir. « Vous pouvez prendre mon travail, Dr. Halloran, » dit Charles d'un ton égal. « Je peux trouver une autre cuisine d'ici demain après-midi, mais vous ne pouvez pas enlever le fait que cette femme vient de faire votre travail et le sien pendant 8 heures d'affilée pendant que vous étiez dans un coin à serrer un presse-papier. C'est un être humain, pas une machine que vous pouvez casser. Et tant que je serai dans ce bâtiment, je ne vous laisserai pas la conduire à l'épuisement. » Un silence inconfortable s'est installé dans le couloir. L'infirmière Thomas, une vétéran qui travaillait à St. Jude depuis 30 ans, s'est avancée et s'est tenue à côté de Charles. « Il a raison, Dr. Halloran, » dit fermement l'infirmière Thomas. « Julia a travaillé 14 heures d'affilée. Nous allons compléter les documents de transfert. » Elle prend sa pause. 2 autres infirmières expérimentées ont hoché la tête en signe d'accord, s'avançant pour former un mur de soutien silencieux autour de Julia et Charles. Anthony a regardé autour de la pièce, cherchant un seul allié parmi le personnel, mais chaque regard a rencontré le sien avec un défi froid. Réalisant qu'il avait complètement perdu le contrôle de l'étage, Anthony a tourné les talons et s'est dirigé vers son bureau, sans dire un mot de plus. Julia s'est assise sur une chaise derrière le bureau, ses mains tremblantes encore alors qu'elle soulevait la cuillère. Le bouillon était chaud, parfaitement assaisonné, et l'a rempli d'un sentiment de réconfort qui a dissipé la douleur profonde et froide dans ses os. Charles se tenait à côté d'elle, la regardant manger avec un soin silencieux et attentif. « Vous avez traversé tout l'hôpital pour moi, » murmura-t-elle, le regardant avec des yeux remplis de larmes. « Je vous l'ai dit une fois, » dit Charles doucement, tendant la main pour glisser une mèche de cheveux rebelles derrière son oreille. « J'ai manqué d'insister une fois dans ma vie. Je vous le promets, Julia, je ne manquerai jamais d'insister quand il s'agit de vous. » Julia a fini son repas, entourée par le bourdonnement calme du service en convalescence. La menace des représailles d'Anthony s'est estompée dans l'insignifiance par rapport à la profonde prise de conscience qui avait pris racine dans son cœur. Elle n'était plus seule dans le noir. Dans les mois qui ont suivi, la culture du service des urgences a changé de façon spectaculaire. Julia a parlé avec le conseil d'administration de l'hôpital des abus de planification.
ce qui a conduit à une restructuration complète de l'attribution des services. Le Dr Anthony Halloran a démissionné 3 mois plus tard pour prendre un poste administratif dans une clinique privée d'un autre État. La cafétéria du sous-sol est restée inchangée, ses lumières fluorescentes bourdonnant toujours doucement dans la nuit calme. Mais chaque soir, à 11h15, le médecin-chef du service des urgences descendait les escaliers en béton, poussait les portes battantes et prenait sa place au comptoir en acier inoxydable. Il y avait toujours 2 assiettes qui attendaient sous les serviettes en lin chaude. Désormais, Charles sortait de la cuisine, enlevait son tablier et s'asseyait sur le tabouret juste à côté d'elle. Ils mangeaient ensemble, partageant l'espace silencieux, parlant de leur journée, de leurs souvenirs et de leurs projets, pour un avenir qui ne semblait plus ni froid ni solitaire. La vie a une manière discrète de nous enseigner ses vérités les plus profondes. Pas par de grands moments dramatiques, mais par les petits choix répétitifs que nous faisons quand personne ne regarde. Pendant de nombreuses années, Julia a cru que la force signifiait l'isolement, que pour être vraiment dévoué à une noble vocation, il fallait sacrifier chaque besoin personnel, chaque confort et chaque limite jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de soi. Elle avait confondu l'autodestruction avec le dévouement, croyant que sa valeur en tant que médecin se mesurait uniquement à la quantité de douleur qu'elle pouvait endurer en silence. Ce que Charles a apporté dans sa vie n'était pas simplement un repas chaud à la fin d'un long service. Il a apporté la vérité, tranquillement révolutionnaire, que nous ne pouvons pas guérir les autres si nous nous laissons consumer par le feu. Les êtres humains ne sont pas conçus pour être des forteresses solitaires, tenant bon contre les marées infinies de l'adversité sans soutien. Nous sommes des créatures fragiles de chair et de sang qui ont besoin de soins, de nourriture et de connexion tout aussi désespérément que ceux que nous cherchons à servir. Se laisser prendre en soin par un autre être humain n'est pas un acte de reddition ou un aveu de faiblesse. C'est un acte de courage profond. Il nous oblige à déposer notre fierté, à démanteler la lourde armure que nous construisons autour de nos cœurs et à admettre que nous sommes vulnérables. Dans un monde qui mesure souvent la valeur par la vitesse, la productivité et l'effort incessant, l'acte de garder une assiette pour quelqu'un, d'attendre dans le noir simplement pour s'assurer qu'il n'est pas à s'asseoir seul, est peut-être la plus haute forme d'amour que nous puissions offrir. C'est une déclaration silencieuse que l'existence d'une personne compte, que sa fatigue est vue et que son esprit mérite le repos. La vraie force ne consiste pas à porter tout le poids du monde sur nos propres épaules, mais à avoir la grâce d'ouvrir nos mains, de partager le fardeau et de s'asseoir ensemble à table.